Son cœur martelait ses côtes. C'était un battement frénétique dans la symphonie des vers qui tintaient et des rires forcés. Elle regardait son mari, Julian, se pencher vers une femme qui n'était pas elle. Son sourire était un secret auquel elle n'avait plus droit. Et puis elle l'a vu. Un éclair jaune prédateur et brillant au doigt de la femme. Un diamant canari de 4 carats qui captait la lumière de la salle de bal. Il la renvoyait comme une déclaration de guerre. La maîtresse, Chloé, exhibait son trophée. À cet instant, Elara sut que sa vie tranquille était terminée. Mais ce que Chloé et Julian ne savaient pas, c'est qu'Elara n'était pas seulement une épouse. Elle était une fille, et elle s'apprêtait à passer un coup de fil qui allait réduire leur monde en cendres. Le gala annuel de la Vanguard Corporation était le sommet scintillant du calendrier des entreprises de New York. C'était une soirée conçue pour projeter le pouvoir. Une mer de smoking sur mesure et de robes de haute couture nageant dans une salle de bal de l'Hôtel Pierre, surplombant Central Park. Pour Elara Hayes, cela avait toujours ressemblé moins à une célébration qu'à une performance. Elle était l'épouse de Julian Hayes, le vice-président senior à l'ascension la plus rapide de Vanguard. Son rôle était simple, être élégante, être silencieuse, et être un bel accessoire discret à son bras. Ce soir, la performance devenait insupportable. Julian ne l'avait pas regardée, pas vraiment regardée, depuis leur arrivée. Son attention était une marchandise qu'il distribuait à ses supérieurs, à des clients potentiels, et de manière plus alarmante, à Chloé Sterling. Chloé était une jeune analyste de sa division, avec une ambition qui brillait aussi vivement et artificiellement que les diamants à ses oreilles. Elle n'était que des angles vifs, de son carré platine à ses talons aiguilles, et son rire était une chose aiguë et perçante qui tranchait avec le murmure bienséant de la salle de bal. Elara lissa la soie de sa robe saphir profond. C'était une pièce sur mesure d'un ami créateur que Julian avait qualifié d'un peu trop artistique. Elle ressentit une pointe familière d'invisibilité en le regardant de l'autre côté de la table, son corps tourné vers Chloé. Ils partageaient une blague, leurs têtes rapprochées. Elara but une lente gorgée de son champagne. Les bulles pétillaient inutilement contre le nœud froid dans son estomac. Leur mariage se mourait à petit feu depuis des années. Ce n'était pas un événement soudain et violent, mais un refroidissement progressif, comme un moteur qui se grippe par négligence. Julian, autrefois l'homme charmant et ambitieux, fasciné par sa vie tranquille de peintre, voyait maintenant son art comme un joli passe-temps. Il en voulait du temps qu'elle passait dans son atelier, un loft ensoleillé à Soho qu'elle payait avec un petit fonds fiduciaire laissé par sa grand-mère. Il voyait cela comme une distraction de son vrai travail, qui était de soutenir son ascension. « Elara, ma chérie, vous êtes à 1000 lieues d'ici. » C'était la voix mielleuse de la femme du patron de Julian, une femme perpétuellement drapée de Chanel. Elara se força à sourire. « J'admirais juste le décor, Martha. C'est à couper le souffle cette année. » C'était un mensonge. Elle regardait Chloé, qui venait de se lever de sa chaise. Elle faisait le tour de la table, soi-disant pour discuter avec un autre collègue. Son chemin, cependant, semblait délibérément conçu pour se terminer à côté d'Elara. « Elara, cette robe est magnifique, » dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une douceur hypocrite. Elle se pencha en avant, plaçant sa main sur le dossier de la chaise d'Elara pour s'équilibrer. C'était un mouvement calculé et délibéré. Et la voilà. La bague. Ce n'était pas un bijou subtil. C'était une déclaration. Un magnifique diamant jaune canari taille coussin, d'au moins 4 carats, serti sur un anneau en platine pavée. C'était audacieux, cher et outrageusement neuf. Elle se trouvait à l'annulaire de sa main gauche. L'alliance d'Elara, un anneau en platine classique et élégant, avec un unique diamant parfait de 2 carats, sembla soudain petite et insignifiante. Chloé la vit regarder. Un lent sourire triomphant s'étala sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Oh, cette vieille chose !» dit-elle, feignant la surprise en remuant ses doigts, faisant danser le diamant sous la lumière du lustre. « Julian a un goût exquis. Vous ne trouvez pas ?» Il a insisté. Un petit bonus pour un projet bien mené. Le mensonge était si effronté, si insultant dans sa transparence, qu'il coupa le souffle à Elara. Un bonus d'entreprise était un virement bancaire, pas une bague de fiançailles de style Van Cleef et Arpels. Les yeux de Julian croisèrent ceux d'Elara de l'autre côté de la table. Il n'y avait aucune excuse en eux, aucun remords.
Il n'y avait qu'un défi froid et provocateur. Il la mettait au défi de faire une scène. L'air autour d'Elara devint rare et coupant. Le bavardage de la salle de bal s'estompa en un grondement sourd. Le nœud dans son estomac se resserra en un bloc de glace. Elle pouvait sentir les regards des autres à leur table, les sourires mal dissimulés et les regards apitoyés. Ils savaient tous. Bien sûr, ils savaient tous. Elle était la dernière à l'apprendre, l'épouse artiste et naïve. Le sourire de Chloé s'élargit. Elle avait gagné. Dans la hiérarchie sociale brutale de Vanguard Corp, elle venait de revendiquer publiquement sa place. Cette bague n'était pas seulement un cadeau. C'était le symbole du remplacement d'Elara. Un instant, Elara sentit la morsure des larmes, la honte brûlante qui menaçait de déborder. Elle voulut se recroqueviller, fuir la salle de bal et disparaître dans la sécurité de son atelier. Mais ensuite, autre chose s'alluma en elle. Une lueur de fureur froide, longtemps endormie. Ce n'était pas la fureur d'une épouse bafouée. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un héritage auquel elle avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'échapper. Elle regarda le visage suffisant de Julian, le sourire triomphant de Chloé. Il la prenait pour une moins que rien. Une artiste tranquille avec un petit héritage qui avait eu la chance d'épouser un homme en pleine ascension. Il n'avait aucune idée de qui elle était. Il n'avait aucune idée de ce que son nom de famille signifiait vraiment. Elara croisa le regard de Chloé, son expression indéchiffrable. Elle fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Puis, elle posa lentement et délibérément sa serviette sur la table, se leva et regarda Julian. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix incroyablement calme. « Je dois passer un coup de fil. » Elara s'éloigna de la table, avec une grâce qu'elle ne ressentait pas. Chaque pas était une bataille contre le tremblement de ses jambes. Elle pouvait sentir le poids de tous les yeux de la salle sur son dos, une pression physique de pitié et de curiosité morbide. La suffisance de Julian, l'éclat victorieux de Chloé. C'étaient des marques gravées au fer rouge dans son esprit. Elle ne se dirigea pas vers le chaos du hall principal, ou la foule bavarde des toilettes pour dames. Au lieu de cela, elle trouva un couloir désert menant au bureau administratif de l'hôtel. L'air devint soudain frais, sentant le nettoyant industriel et l'efficacité tranquille. Elle s'appuya contre le mur de marbre froid, le silence contrastant vivement avec la cacophonie de ses pensées. L'humiliation était une entité physique, un serpent enroulé dans ses entrailles. Pendant 7 ans, elle avait essayé de construire une vie selon ses propres termes. Une vie où sa valeur n'était pas liée au nom de sa famille, où son art était son identité, pas la fortune de son père. Elle était tombée amoureuse de Julian Hayes précisément parce qu'il ne la connaissait que sous le nom d'Elara Thompson, le nom qu'elle avait pris à sa mère. Il était ambitieux et voyait en elle une partenaire calme et solidaire, pas une dynastie financière. Du moins, c'est ce qu'elle avait pensé. Maintenant, elle voyait l'amère vérité. Il ne l'avait pas aimée parce qu'elle était ordinaire. Il avait simplement profité de son manque de complications. Sa simplicité l'avait rendue facilement jetable. Sa main tremblait alors qu'elle sortait son téléphone de sa pochette. Il n'y avait qu'un seul numéro qu'elle devait composer. Un numéro qu'elle n'avait pas utilisé pour une urgence personnelle depuis plus d'une décennie. C'était une ligne privée directe, qui contournait les secrétaires et les assistants. Le téléphone ne sonna qu'une seule fois avant qu'une voix familière, calme et incroyablement profonde ne réponde. Elara. Ce n'était pas une question. Il savait toujours que c'était elle. « Papa », murmura-t-elle, sa voix se brisant pour la première fois. Ce seul mot portait le poids d'années de douleur inexprimée et la blessure fraîche et vive de la trahison de ce soir. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Pas d'impatience, mais d'écoute analytique aiguë. Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? L'hôtel Pierre, le gala de la Vanguard Corporation. Elle prit une inspiration tremblante. Julian, il a une liaison. Il lui a donné une bague, papa, devant tout le monde. Un énorme diamant jaune. Elle l'a exhibé sous mon nez. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle n'avait pas besoin d'expliquer les nuances de l'humiliation publique, l'exécution sociale qu'elle venait de subir. Son père, Alistair Vance, comprenait le monde du pouvoir et des symboles mieux que quiconque. Il ne traitait pas avec les émotions. Il traitait avec les leviers, les conséquences et l'application rapide et impitoyable de la pression. « Je vois », dit Alistair. Ces 2 mots étaient plus froids que le marbre contre son dos.
Dans cette simple phrase, la carrière de Julian Hayes, sa réputation et son avenir furent jugés, condamnés et sentenciés. Le PDG de Vanguard, Marcus Thorne, est-il présent? Oui, il est là. Bien. Reste où tu es. J'arrive dans 20 minutes. Papa, tu n'es pas obligé de... Elle commença, une tentative réflexe de minimiser la situation, de se replier dans sa coquille d'autosuffisance. Et Lara, l'interrompit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Il a amené cette guerre au pied de ma fille. Il apprendra l'erreur catastrophique d'avoir choisi le mauvais ennemi. Je serai là dans 15 minutes. La ligne se coupa. 15 minutes. Il avait corrigé sa propre heure d'arrivée, gagnant 5 minutes par pure force de volonté. Et Lara glissa le long du mur, sa robe saphir s'étalant autour d'elle sur le sol. La fureur qui l'avait propulsée hors de la table était maintenant remplacée par une certitude glaçante. La tempête arrivait. Elle avait passé sa vie à fuir l'ombre d'Alistair Vance, le fondateur et PDG de Vance Global, un titan de l'industrie dont la fortune nette faisait l'objet d'articles dans Forbes et le Wall Street Journal. Son nom ouvrait des portes et mettait fin à des carrières. Elle avait voulu que Julian l'aime elle. Elara la peintre, pas Elara Vance, l'héritière d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Elle avait obtenu son vœu, et ce faisant, elle s'était rendue sans valeur à ses yeux. Se ressaisissant, elle se leva et retourna vers la salle de bal. Elle n'allait pas se cacher, elle allait regarder. Elle se glissa à sa place, alors que le quatuor à cordes commençait un nouveau morceau. Julian lui lança un regard venimeux, un mélange de colère pour son départ, et d'agacement pour son retour. « Tu te sens mieux » ricana-t-il à voix basse. Chloé eut un sourire narquois, faisant tourner le diamant jaune à son doigt. Elle avait probablement besoin d'un moment pour pleurer. « Ça doit être si difficile de réaliser que ton temps est écoulé. » Et Lara ne répondit pas. Elle prit simplement sa flûte de champagne, sa main maintenant parfaitement stable, et but une gorgée. Elle regarda Julian, son smoking Tom Ford sur mesure et la montre Patek Philippe qu'elle lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. Elle regarda Chloé dans sa robe clinquante et criarde, agrippant la bague qui devait être sa nouvelle couronne. Ils étaient comme des enfants jouant avec des allumettes dans une usine de dynamite et ils n'avaient aucune idée qu'elle venait d'allumer la mèche. Elle s'installa dans sa chaise, observatrice silencieuse de l'exécution de son propre mari. Le compte à rebours avait commencé. 14 minutes. L'atmosphère dans la salle de bal du Pierre était celle d'un excès d'autosatisfaction. Marcus Thorne, le PDG de Vanguard Corp, était sur scène, prononçant un discours rempli de platitudes d'entreprise sur la synergie et la dynamique de progrès. Julian écoutait avec une attention captivée, son visage un masque d'ambition. Chloé le regardait avec une adoration non dissimulée, sa main posée possessivement sur son bras. Et Lara surveillait les portes principales. 13 minutes après son appel, les grandes portes doubles de la salle de bal s'ouvrirent. Ce ne fut pas une entrée bruyante. Il n'y eut aucune annonce, mais un changement soudain et perceptible se produisit dans l'énergie de la pièce. Cela commença par un murmure près de l'entrée, une ondulation de chuchotement qui se propagea rapidement, submergeant le discours du PDG. 2 hommes entrèrent les premiers, vêtus de costumes sombres impeccablement taillés, avec des oreillettes presque invisibles. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel. Ils se déplaçaient avec l'économie prédatrice et silencieuse de gardes du corps professionnels, leurs yeux balayant la pièce d'un regard détaché et complet. Puis il entra. Alistair Vance n'était pas un homme physiquement imposant, mais il possédait une force d'attraction qui courbait la pièce autour de lui. Âgé d'une 60aine d'années, avec une crinière de cheveux argentés, rejeté en arrière d'un visage fin et intelligent, il se déplaçait avec l'assurance inébranlable d'un homme qui possédait des continents. Il portait un simple costume brioni sombre qui coûtait probablement plus cher que la voiture que Julian conduisait. Il ne regardait personne en particulier, et pourtant tout le monde se sentait vu et jugé. Marcus Thorne, au milieu d'une phrase, vacilla. Ses yeux s'écarquillèrent d'abord d'incrédulité, puis d'une panique qui frisait la révérence. Alistair Vance, bégaya-t-il dans le microphone, le nom tombant comme une pierre dans la salle de bal désormais silencieuse. Il abandonna son discours et sprinta presque de la scène, le visage rouge. Alistair, quel honneur incroyable et inattendu, s'enthousiasma Thorne,
rejoignant Alistair et tendant une main qui tremblait visiblement. Alistair ignora la main. Ses yeux bleus pâles et froids, le seul trait qu'Elara avait hérité de lui, balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il la trouve. Il lui fit un unique signe de tête presque imperceptible en guise de reconnaissance avant de tourner son regard glacial vers le PDG. « Thorne », dit Alistair, sa voix calme mais portant à travers la salle silencieuse. J'avais l'impression que c'était un événement respectable, pas un cirque romain où les employés sont publiquement humiliés. À leur table, Julian s'était figé. Son visage, quelques instants auparavant illuminé par l'ambition, était maintenant un masque abasourdi de confusion et d'horreur naissante. Il savait qui était Alistair Vance. Tout le monde dans leur monde le savait. Le fondateur de Vance Global était une légende, un fantôme du monde de l'entreprise qui faisait rarement des apparitions publiques. Que faisait-il ici, et pourquoi regardait-il leur table avec un mépris si non dissimulé? Chloé, inconsciente, se pencha vers Julian. « Wow, c'est Alistair Vance », murmura-t-elle, impressionnée. « Tu penses qu'on peut être présenté ?» Julian ne répondit pas. Son esprit s'emballait, essayant de relier les points impossibles. Vance. Vance. Pourquoi ce nom lui était-il si familier? Il regarda Elara. La regarda vraiment pour la première fois de la soirée. Elle était assise, parfaitement immobile, son expression sereine, observant la scène se dérouler. Et puis il le vit. La même mâchoire fine et intelligente, les mêmes yeux bleus glaciers perçants. Le sang quitta son visage. Elara Thompson, le nom qu'elle utilisait pour son art, le nom de jeune fille de sa mère, le nom qu'il avait épousé. Mais son père dont elle ne parlait jamais, l'homme qu'elle décrivait comme travaillant dans la logistique mondiale. Ce n'était pas possible. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique, lui coupant le souffle. Alistair, avec Marcus Thorne le suivant comme un page nerveux, commença à marcher vers leur table. La foule s'écarta devant lui comme sur un ordre. Le quatuor à cordes s'était tu depuis longtemps. Le seul son était le bruit feutré des chaussures en cuir d'Alistair sur le sol en marbre. Il s'arrêta à côté de la chaise d'Elara, posant doucement une main sur son épaule. Il ne la regarda pas, mais le geste était clair. « Ceci est à moi. Vous avez offensé ceci. » Il tourna ensuite toute son attention vers l'homme assis en face d'elle. Sa voix était douce, conversationnelle, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Julian Hayes, » déclara Alistair. « Ce n'était pas une question. Je crois que vous êtes marié à ma fille. » Le silence dans la salle de bal était absolu. Chaque invité, des jeunes comptables aux membres du conseil d'administration, était figé, assistant à une exécution publique bien plus brutale que celle que Chloé avait tentée quelques instants plus tôt. La mâchoire de Chloé tomba. Sa main vola vers sa bouche. Le diamant canari à son doigt ressemblait maintenant moins à un trophée qu'à une chaîne. Sa fille. L'épouse artiste, calme et ennuyeuse, était la fille du légendaire Alistair Vance. C'était impossible. Un cauchemar. Julian avait l'air sur le point d'être physiquement malade. Il essaya de se lever, de dire quelque chose, mais ses membres n'obéissaient pas. Il ouvrit la bouche, mais seul un son sec et rauque en sortit. Le regard d'Alistair vacilla une fraction de seconde vers la bague tape à l'œil au doigt de Chloé. Une lueur de dégoût total. Il regarda ensuite de nouveau Julian, un prédateur contemplant sa proie. « Vous avez fait, » dit Alistair Vance, sa voix tombant à un quasi-murmure qui était en quelque sorte plus menaçant qu'un cri. Une erreur de calcul grave et catastrophique. Le monde s'était rétréci à l'espace autour de leur table. Les centaines d'invités n'étaient qu'une galerie de visages flous et silencieux. Alistair Vance n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir était une force palpable, un bourdonnement à basse fréquence d'autorité absolue qui avait paralysé tout le gala. Il tourna son regard de Julian vers Marcus Thorne, le PDG de Vanguard, en sueur et terrifié. « Thorne, est-ce la politique de l'entreprise chez Vanguard de permettre à vos cadres supérieurs de mener leurs sordides affaires si publiquement? Votre conseil d'administration approuve-t-il que vos dirigeants utilisent les fonds de l'entreprise pour acheter des babioles pour leur maîtresse? » Thorne pâlit. « Alistair, je vous assure que je n'en savais rien. Ce n'est pas... Vanguard ne cautionne pas ce genre de comportement. Pas du tout. J'ose espérer que non, dit Alistair doucement, ses yeux se fixant à nouveau sur Julian. Parce que mon bureau de gestion de patrimoine
lancera un audit jury-comptable complet des comptes de dépenses discrétionnaires de votre division dès demain matin. Je suis extrêmement curieux de voir comment un bonus pour un projet bien mené est catégorisé dans votre logiciel de comptabilité. Julian retrouva enfin sa voix, un plaidoyer étranglé et désespéré. « Monsieur Vance, monsieur, c'est un malentendu, un terrible malentendu. »« Il n'y a pas de malentendu, » répondit Alistair, sa voix dénuée de toute émotion. Il fit un geste vers Chloé, qui semblait sur le point de s'évanouir. « Vous avez choisi d'humilier publiquement ma fille. Vous l'avez fait avec une femme qui travaille pour vous, devant vos pairs et vos supérieurs. Ce n'était pas un malentendu. C'était une déclaration. Et je suis ici pour l'accepter au nom de ma fille. » Il asséna ensuite le coup qui brisa complètement le monde de Julian. « Le contrat de mariage sur lequel mon équipe juridique a insisté lorsque vous avez épousé Elara, » dit Alistair d'un ton conversationnel. « Vous l'avez bien lu, n'est-ce pas, Julian? Ou votre ambition vous a-t-elle aveuglé au point de ne pas voir les petits caractères? » Julian le regarda, sans comprendre. « Un contrat de mariage. Oui, il y en avait eu un. Elara s'en était excusée, disant que c'était une formalité familiale pour le petit fonds fiduciaire de sa grand-mère. Il l'avait fait examiner par son propre avocat. Cela semblait standard, protégeant ses actifs préexistants. Le loft de Soho, son art, le fonds. Cela semblait insignifiant par rapport aux revenus futurs qu'il prévoyait pour lui-même. Clause 17, sous-section B. Continua Alistair, comme s'il récitait une comptine. La clause d'infidélité. En cas d'infidélité conjugale prouvée par déclaration ou preuve, tous les biens matrimoniaux sont immédiatement confisqués. Tous les cadeaux, monétaires ou physiques, faits pendant le mariage doivent être restitués. Votre droit sur ces biens devient nul et non avenu, et vous serez responsable de ces frais de justice. C'est tout à fait blindé. Le visage de Julian était livide. Toute sa stratégie financière avait été construite autour de leurs actifs combinés. La compte sur leur appartement de l'Upper East Side, les investissements, le portefeuille, tout était enchevêtré. C'était maintenant au tour d'Elara. Elle se leva lentement. Son calme contrastait vivement avec le chaos qui éclatait autour d'elle. Elle ne regarda pas Julian, mais Chloé, dont le visage était un masque de terreur. Le diamant canari, autrefois symbole de sa victoire, semblait maintenant lui brûler le doigt. « C'est une belle bague, Chloé. » dit Elara, sa voix claire et assurée. La taille est exquise. Un peu tape à l'œil à mon goût, mais belle néanmoins. Je suppose que Julian vous a dit que c'était un vrai diamant canari d'un joaillier réputé, peut-être Tiffany ou Harry Winston. Chloé hocha la tête bêtement, incapable de parler. Il a menti, dit simplement Elara. C'est une moissonnite de haute qualité, créée en laboratoire, provenant d'un détaillant en ligne du Delaware. Ça lui a coûté environ $3 000. Il l'a payé avec notre carte American Express commune il y a 2 semaines. J'ai vu le débit. Je pensais qu'il m'achetait un cadeau d'anniversaire. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Non seulement il l'avait trompé, mais il l'avait fait à bas prix, utilisant leur fonds commun pour acheter une imitation convaincante pour sa maîtresse, tout en la faisant passer pour un grand geste. Chloé fixa la bague à son doigt comme si c'était une araignée venimeuse. Le symbole de son triomphe était un mensonge. Son prix de milliardaire était une fraude. Elle n'était que la maîtresse au rabais. Elara leva alors sa propre main gauche, le simple et élégant diamant de 2 carats à son doigt, captant la lumière. « Celui-ci, dit Elara, sa voix résonnant d'un pouvoir nouveau qu'elle ne se connaissait pas, celui-ci est vrai. Et la mine de Beers en Botswana d'où il provient, la société holding de mon père, Vance Global, en a acheté une participation majoritaire l'année de ma naissance. » Elle laissa cette déclaration en suspens dans l'air, un témoignage d'un niveau de richesse et de pouvoir que Julian et Chloé ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Ils n'étaient pas seulement hors de leur ligue, ils jouaient un sport différent sur une planète différente. Elle se tourna vers Julian, ses yeux croisant les siens pour la dernière fois. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement une déception profonde et lasse. « Tu voulais une femme qui soutiendrait ta carrière, Julian. Tu en avais une, dit-elle doucement. Tu n'avais juste aucune idée de la carrière que tu aurais dû soutenir. » Sur ce, elle lui tourna le dos. Alistair Vance passa un bras protecteur autour de ses épaules. « Thorne, » dit Alistair, s'adressant une dernière fois au PDG pétrifié. « Les effets personnels de M. Hayes de son bureau. Faites-les livrer par coursier à mon bureau,
avant midi demain. Il n'aura plus besoin d'accéder à votre immeuble. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Marcus Thorne se contenta de hocher vigoureusement la tête. Bien sûr, Alistair, considérez que c'est fait. Alistair Vance guida sa fille à travers la foule silencieuse et écartée. En atteignant les portes, il s'arrêta et regarda en arrière les décombres. Julian se tenait seul, un homme vidé dans un costume de créateur. Chloé s'éclipsait déjà, essayant de disparaître dans la foule, arrachant désespérément la bague frauduleuse de son doigt. Le gala était terminé. La performance était achevée. Et le monde réel, dans toute sa clarté brutale et impitoyable, venait de commencer. Le trajet depuis le Pierre fut silencieux. Ils ne prirent pas l'une des berlines blindées de la flotte d'Alistair. Au lieu de cela, une voiture de ville discrète attendait, une qui se fondait parfaitement dans le trafic de New York. Alara regardait par la fenêtre, les lumières scintillantes de la ville défilant devant elle, chacune une étoile lointaine dans un univers qui semblait soudainement étranger. L'adrénaline qui l'avait soutenue pendant la confrontation s'était estompée, laissant derrière elle une douleur profonde et creuse. Elle n'avait pas gagné. Il n'y avait pas de victoire dans l'anéantissement complet de son mariage, pas de triomphe dans la ruine publique de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Il n'y avait que la finalité sinistre et écœurante de tout cela. Ils ne sont pas allés à son appartement de l'Upper East Side, un appartement qui n'était plus le sien, plus le leur, mais à la résidence privée d'Alistair. C'était un penthouse tentaculaire, occupant tout un étage dans un monolithe de calcaire sur Park Avenue, un endroit qu'elle avait activement évité pendant des années. C'était moins une maison qu'un musée du pouvoir, avec des œuvres d'art inestimables sur les murs, un mobilier minimaliste et de vastes fenêtres offrant une vue divine sur la ville en contrebas. Alistair la conduisit dans sa bibliothèque. La pièce était bordée d'étagères en acajou sombre, remplies non pas de livres, mais de volumes reliés en cuir de rapports d'entreprise et d'analyse géopolitique. Il versa 2 verres de Macallan 25 ans secs et lui en tendit un. « Bois, dit-il doucement. Ça aidera. » Elle but une gorgée du liquide ardent, un choc bienvenu pour son système. Elle s'enfonça dans un profond fauteuil en cuir face à la fenêtre. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, elle rompit le silence, sa voix un quasi-murmure. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu savais que c'était un imposteur ?» Alistair fit tourner le liquide ambré dans son verre. « J'ai fait une vérification complète de ses antécédents la semaine où vous avez annoncé vos fiançailles. Je connaissais son milieu modeste, sa dette étudiante écrasante, son ambition démesurée. Je savais que c'était un arriviste de la variété la plus transparente. Alors pourquoi m'as-tu laissé l'épouser ?» L'accusation dans sa voix était douce, teintée de douleur. « Parce que tu me l'as demandé, » répondit-il simplement. « Tu es venu me voir et tu as dit, « Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Il ne sait pas qui nous sommes. Il m'aime pour moi. » Tu étais si catégorique sur le fait de construire une vie séparée du nom Vance. Interférer, te dire que l'homme que tu aimais était probablement plus intéressé par la vie que tu pouvais lui offrir que par la personne que tu es. Cela aurait prouvé ta pire crainte, que mon nom et mon argent seraient toujours un mur insurmontable entre toi et une vie normale. C'était une leçon que tu devais apprendre par toi-même. Bien que j'admette, ajouta-t-il, une lueur de colère froide dans les yeux, que je n'avais jamais anticipé qu'il serait assez stupide pour être si théâtral dans sa trahison. C'était la vérité. Elle s'était tant battue pour son indépendance, pour son anonymat. Elle avait créé Elara Thompson comme une évasion, un moyen de s'assurer qu'elle était aimée pour son âme et non pour son portefeuille d'action. Et cet acte même d'autopréservation avait fait d'elle une cible pour un prédateur comme Julian. Le contrat de mariage, murmura-t-elle, était ma seule condition, confirma Alistair. Mon équipe juridique, dirigée par un jeune homme très compétent nommé Daniel Larson, l'a rédigé. Il a été conçu pour te protéger précisément dans ce scénario. Julian a vu un petit fond fiduciaire. Nous avons vu un pare-feu. Elle ferma les yeux, le poids de tout cela l'écrasant. Les mensonges, la manipulation, son propre aveuglement volontaire. Je me sens si stupide. Tu n'es pas stupide, Elara, dit Alistair, sa voix ferme. Tu es confiante. Dans un monde de requins, tu as choisi d'être un dauphin. L'échec de Julian est qu'il n'a pas su faire la différence entre un dauphin et un verron. Il paiera pour cette erreur pour le reste de sa vie. Les retombées furent rapides et brutales. Le lendemain matin, Julian était un paria.
Son licenciement de Vanguard fut officiel avant que la première cloche de la bourse ne sonne. La nouvelle du spectacle public au gala, alimentée par les rumeurs de l'implication d'Alistair Vance, se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles financiers et sociaux de la ville. Aucune entreprise ne voulait de lui. Ses lignes de crédit furent gelées, liées à des comptes joints qui étaient désormais uniquement sous le contrôle d'Elara. Il fut expulsé de l'appartement, ses affaires emballées dans des cartons et envoyées dans un garde-meuble dans le Queens. Chloé Sterling disparut. Son email d'entreprise fut désactivé. Son profil LinkedIn supprimé. Elle s'était évaporée de la ville. Le mensonge du diamant Canary la hantant probablement à chaque pas. Elara passa les jours suivants dans un état second, à l'abri dans la cage dorée du penthouse de son père. Son avocat, le Daniel Larson que son père avait mentionné, s'occupa de tout. C'était un homme vif et empathique, d'une trentaine d'années, avec des yeux bienveillants et un calme rassurant. Il lui expliqua les procédures judiciaires avec une clarté qui perçait son brouillard émotionnel. Le divorce serait rapide. Julian n'avait aucun fondement juridique sur lequel s'appuyer. Il avait déjà renoncé à tout dans sa tentative désespérée de faire un beau mariage. Une semaine après le gala, Daniel la rencontra dans la bibliothèque. Julian essaie de prendre contact, dit-il prudemment. Il laisse des messages. Ils sont désespérés. Il prétend que la liaison était une erreur, qu'il essayait d'y mettre fin. Le remords standard du trompeur. « Je ne veux pas lui parler », dit Elara, sa voix plate. « Je comprends. Cependant, il y a un nouveau développement, » continua Daniel, son expression devenant plus sérieuse. Il ne supplie plus. Maintenant, il menace. Il prétend avoir des informations. Quelque chose à propos d'un projet interne de Vance Global dont il dit vous avoir entendu discuter. Il parle de levier. Elara fronça les sourcils. C'est ridicule. Je n'ai jamais discuté des affaires de mon père avec lui. Il semble croire qu'il a quelque chose, dit Daniel. Il veut une réunion. Il exige un règlement. 10 millions de dollars, dit-il, en échange de son silence et d'un dossier qu'il prétend posséder. Une terreur froide parcourut l'échine d'Elara. Julian n'était pas seulement un mari raté. C'était un animal acculé. Et les animaux acculés sont dangereusement imprévisibles. Le calme après la tempête était terminé. La guerre venait d'entrer dans une nouvelle phase, plus laide. La menace d'un dossier secret était à la fois ridicule et terrifiante. Julian, pendant ses 7 années en tant que mari, avait été maintenu à une distance délibérée, presque chirurgicale, des rouages internes de Vance Global. Elara elle-même ne connaissait que les grandes lignes de l'empire de son père, les informations publiques et les activités philanthropiques de la famille. Les détails labyrinthiques de sa stratégie d'entreprise étaient à des années-lumière de son atelier d'art de Soho. « Ça doit être du bluff », insista Elara, arpentant la bibliothèque. « Il est désespéré. Il a tout perdu. C'est juste une tentative pathétique d'extorquer de l'argent. » Daniel Larson la regarda, son expression pensive. « Je suis d'accord que c'est un acte de désespoir, mais les hommes désespérés peuvent être maladroits, et la maladresse peut causer des dommages involontaires. Une accusation sans fondement, si elle est assez bruyante, peut quand même entacher une réputation. Il n'essaye pas de gagner au tribunal. Il essaye de créer un cirque médiatique. Nous devons savoir ce qu'il pense avoir. » Alistair, qui avait écouté depuis son bureau, prit enfin la parole. « Organisez la réunion, Daniel. Elara et vous irez. Je ne serai pas présent. C'est le dernier coup de Julian sur l'échiquier, et je veux qu'il le joue en pensant qu'il affronte la reine, pas le roi. » Il regarda sa fille. « Tu dois aller jusqu'au bout, Elara. Tu dois voir l'homme que tu as épousé pour ce qu'il est vraiment, sans plus aucune illusion. » La réunion fut fixée dans un lieu neutre, une salle de conférence privée dans un cabinet d'avocats de Midtown, un endroit sans lien ni avec Vance, ni avec Vanguard. Laura ressentit une vague d'anxiété, alors qu'elle et Daniel montaient dans l'ascenseur. Elle n'avait pas vu Julian depuis qu'il se tenait, brisé et humilié, dans la salle de bal du Pierre. Il était déjà là quand ils entrèrent, assis au bout d'une longue table polie. Il avait l'air terrible. Le costume sur mesure avait disparu, remplacé par une chemise et un pantalon froissé. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et il avait le regard frénétique et hanté d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Mais quand il vit Elara,
Une lueur de son ancienne arrogance revint, mêlée à un ressentiment amer. « Elara, dit-il, sa voix rauque, je savais que tu viendrais. Tu as toujours été la plus raisonnable. » « Il n'y a rien de raisonnable dans l'extorsion, Julian, » dit Daniel, son ton sec et professionnel alors qu'il posait sa mallette sur la table. « Vous avez fait une réclamation. Nous sommes ici pour l'écouter. »« Vous avez 5 minutes. » Julian tressaillit au ton dédaigneux de Daniel. Il lui lança un regard venimeux avant de se reconcentrer sur Elara. « Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de nous, Elara. Des années que nous avons passées ensemble. Tu ne peux pas tout jeter comme ça. Ton père, c'est un monstre. Il m'a détruit. Tu t'es détruit toi-même, Julian. » dit Elara, sa voix assurée. La femme qui avait tremblé dans le couloir de l'hôtel avait disparu. « Tu as menti, tu as triché, et tu m'as humilié. C'est toi qui as fait ça. » Mon père a simplement tendu un miroir. Une lueur de rage traversa le visage de Julian. Un miroir? Il a utilisé une ogive nucléaire, mais il n'est pas intouchable. Personne ne l'est. Il se pencha et sortit une fine clé USB noire de sa poche, la posant sur la table avec un clic théâtral. Projet Nightingale. Il prononça les mots avec une grande importance. Ça vous dit quelque chose? Une initiative top secrète de Vance Global. Un algorithme logistique propriétaire qui utilise l'analyse prédictive pour manipuler les itinéraires de transport, créant une pénurie artificielle sur les marchés émergents pour faire grimper les prix. Très peu éthique. Possiblement illégal. J'ai des mémos internes, des plans de projet, des emails entre des cadres supérieurs. Elara le regarda, déconcertée. Elle n'avait jamais entendu parler du projet Nightingale. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un thriller d'espionnage. Comment pourriez-vous avoir accès à quelque chose comme ça? Demande Daniel, sa voix sceptique. Elara parle dans son sommeil, dit Julian avec un sourire mielleux. Des noms, des phrases. Elle l'a mentionné il y a quelques mois. Nightingale échoue. Juste un murmure. Ça a piqué ma curiosité. Alors j'ai engagé un détective privé, un spécialiste de la récupération de données d'entreprise. Il a réussi à accéder à un serveur temporairement non sécurisé lors d'une migration de système chez Vance Global. C'était une chance sur 1 million, mais il l'a eu. Tout est sur cette clé. Il poussa la clé USB sur la table. 10 millions de dollars. Et ça disparaît pour toujours. Sinon, il laissa la menace planer dans l'air. Je suis sûr que la SEC et le Wall Street Journal seraient très intéressés de savoir comment le grand Alistair Vance fait vraiment sa fortune. Elara sentit un frisson. Était-ce possible? Son père pouvait-il être impliqué dans quelque chose d'aussi corrompu? Sa vie tranquille et artistique avait-elle été financée par des pratiques aussi impitoyables? Les fondations de son monde semblaient fragiles. Julian était un menteur et un tricheur, mais la confiance avec laquelle il présentait ses preuves était déconcertante. Daniel Larson, cependant, resta impassible. Il ne regarda pas la clé. Il regarda Julian. « Laissez-moi être clair, Monsieur Hayes, » dit Daniel lentement. « Vous admettez avoir commandité un acte d'espionnage industriel contre Vance Global. Vous êtes en possession de ce que vous prétendez être des données propriétaires volées. Et vous tentez maintenant d'utiliser ces données volées pour extorquer 10 millions de dollars à ma cliente. Êtes-vous pleinement conscient des crimes fédéraux que vous venez d'avouer? » L'expression suffisante de Julian vacilla. « Ce n'est pas de l'extorsion, c'est un règlement. Un juste prix pour mon silence. » « Nous avons une terminologie différente pour ça, » dit Daniel, sa voix se durcissant. « Maintenant, cette réunion est terminée. Nous prendrons votre proposition en considération. Vous aurez de nos nouvelles dans les 24 heures. » Daniel se leva et fit signe à Elara de faire de même. Ils quittèrent la salle de conférence, sans un regard en arrière, laissant Julian assis seul à la longue table avec son unique levier, la petite clé noire qui contenait son dernier espoir désespéré. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Elara se tourna vers Daniel, son cœur battant la chamade. « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça pourrait être vrai? » Daniel la regarda, et pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose d'autre que le calme professionnel dans ses yeux. C'était un regard de pitié profonde, presque lasse, mais il n'était pas dirigé vers elle. « Le mensonge que Julian a raconté dans cette pièce, dit Daniel doucement, était bien plus complexe et autodestructeur qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Les 24 heures qui suivirent la réunion ne furent pas une période d'attente tranquille,
mais un creuset de tourments pour Elara. Elle errait dans le penthouse caverneux comme un fantôme, le silence de l'espace amplifiant le tumulte dans son esprit. Le sommeil était un pays étranger où elle ne pouvait entrer. À 3 heures du matin, elle se retrouva debout devant une vaste fenêtre du salon principal. La ville, une galaxie tentaculaire de lumières indifférentes en contrebas. C'était la vue de son père, un panorama de conquérant. Mais ce soir, cela ressemblait à une accusation. La trahison de Julian avait été une blessure nette et vive, une agonie personnelle qui avait brisé son cœur. Ceci était différent. C'était un poison potentiel dans la lignée, une corruption qui menaçait d'invalider toute son existence. L'accusation du projet Nightingale résonnait dans le silence immaculé de l'appartement. Ce monde parfait et ordonné était-il construit sur le chaos et la souffrance des autres, dans des coins invisibles du globe? La question était un poids physique qui lui oppressait la poitrine, l'empêchant de respirer. Elle pensa à son atelier de Soho, son sanctuaire de toiles et de couleurs. Elle avait toujours cru que son art était pur, une expression d'une vérité distincte de la richesse de sa famille. Mais l'était-il? La liberté de créer, la capacité de vivre sans crainte financière, avait-elle été un luxe financé par une exploitation impitoyable? Cette pensée lui donnait la nausée. Julian, dans son désespoir pathétique et sordide, avait peut-être trébuché sur une vérité plus dévastatrice que sa propre infidélité. La possibilité que l'homme qui venait de jouer le rôle de son ange vengeur soit en fait un méchant à une échelle bien plus grande était une agonie qui éclipsait toutes les autres. Lorsque l'appel de Daniel arriva l'après-midi suivant, demandant sa présence dans la bibliothèque, Elara eut l'impression de marcher vers sa propre condamnation. Elle s'était armée d'une résolution froide et cassante. Elle ne serait plus le pion de personne, ni de Julian, et même pas de son père. Elle avait besoin de la vérité brute, aussi laide soit-elle. Elle entra dans la bibliothèque pour les trouver en train d'attendre. La pièce était chargée d'une énergie tendue et finale. L'odeur du vieux cuir et du scotch cher de son père flottait dans l'air. Alistair était assis derrière son bureau massif, un monolithe de calme, tandis que Daniel se tenait à côté de lui, un ordinateur portable ouvert et lumineux. Ses appels deviennent erratiques, dit Daniel, son ton sombre. Il est au bord du gouffre. Il est temps d'en finir. Avant que vous n'en finissiez avec lui, vous en finissez avec moi, dit Elara, sa voix tranchant dans le silence. Elle s'avança jusqu'à se tenir de l'autre côté du bureau de son père, créant un champ de bataille entre eux. Je ne serai ni protégé, ni apaisé. Je veux voir le contenu de cette clé. Ensuite, je veux que toi, père, tu me regardes dans les yeux et que tu me dises quelle partie est vraie. Le regard d'Alistair était intense, analytique. Il semblait la peser, mesurer le nouvel acier dans sa voix. Après un long silence troublant, il fit un signe de tête sec à Daniel. « Montrez à votre cliente les preuves contre sa famille. » Daniel tourna l'ordinateur portable vers elle. Le répertoire de fichiers du projet Nightingale était saisissant sur l'écran. La main d'Elara trembla légèrement alors qu'elle utilisait le pavé tactile, ses doigts froids et engourdis. Elle cliqua sur un document intitulé « Analyse phase 1, logistique subsaharienne ». Il était rempli d'une prose d'entreprise froide, détaillant comment tirer parti de l'instabilité politique pour créer des goulots d'étranglement dans le transport maritime, gonflant artificiellement la valeur des matières premières contrôlées par Vance Global. Elle ouvrit un autre fichier, une chaîne d'emails simulée entre deux des cadres supérieurs de son père, discutant froidement des pourcentages acceptables de dommages collatéraux sur le marché. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle se sentit souillée rien qu'en le lisant. Dommages collatéraux sur le marché. Lut-elle à voix haute, la phrase ayant un goût de cendre dans sa bouche. C'est comme ça qu'on appelle la destruction des moyens de subsistance maintenant. Elle leva les yeux de l'écran. Ses yeux brûlaient d'une douleur plus profonde que la colère. C'est ce que vous faites. C'est la logistique mondiale dont vous avez été si vague toute ma vie. Est-ce que ma capacité à peindre des fleurs est payée avec cette saleté? Pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose dans le sang-froid de fer de son père. Pas de la culpabilité, mais une profonde lassitude ancienne. Il laissa son accusation en suspens dans l'air, permettant à tout son poids d'être ressenti avant de parler. « Non », dit-il, sa voix plate et absolue. « Ce n'est pas le cas. » Il désigna l'écran. « Ce que vous regardez est une œuvre de fiction.
C'est une histoire de fantôme écrite par ma division de sécurité il y a 7 ans. C'est un mensonge soigneusement conçu pour être trouvé. Il se leva de sa chaise et contourna le bureau, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Elara, tu dois comprendre qu'une richesse de notre ampleur n'est pas une forteresse. C'est un phare. Il attire les gens. Certains sont bons, beaucoup sont ambitieux, et quelques-uns sont des prédateurs. Julian était un prédateur de la plus faible espèce, mu par l'insécurité. Quand je l'ai fait vérifier avant votre mariage, mon équipe l'a signalé comme un passif à haut risque. Cela signifiait que si son ambition était un jour contrecarrée, son caractère était assez faible pour qu'il cherche à se venger. Il essaierait de te faire du mal, et à travers toi, à cette famille et à cette entreprise. Il expliqua tout alors, la prévoyance glaçante et brillante de tout cela. Le projet Nightingale était un pot de miel, un piège numérique truffé de juste assez de vérité pour être plausible. Le serveur isolé, le jargon technique spécifique, les noms de vrais dirigeants, tout était des éléments d'une tromperie sophistiquée. Mon chef de cabinet, continua Alistair, a mentionné le nom Nightingale lors d'un appel téléphonique dans mon bureau, un soir où tu étais en visite. C'était un risque calculé, une graine plantée dans le subconscient. Nous avons théorisé que sous le stress, tu pourrais le murmurer. Et Julian, toujours opportuniste, l'a entendu. Le détective privé qu'il a engagé pour pirater nos serveurs était un guppy nageant dans la gueule d'une baleine. Mon équipe de cybersécurité a surveillé chacune de ces frappes. Ils l'ont mené directement au dossier, l'ont laissé télécharger notre histoire de fantôme, puis ont scellé la porte derrière lui. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Julian n'avait pas été un adversaire. Il avait été un sujet de test dans une expérience de plusieurs années et il avait échoué exactement de la manière qu'ils avaient prédite. Le soulagement qui submergea Elara fut si immense qu'il la mit presque à genoux. Mais il fut rapidement suivi d'une admiration glaçante. « Il est temps », répéta doucement Alistair, retournant à son bureau. Daniel hocha la tête, son expression se durcissant à nouveau en une résolution professionnelle. Il prit son téléphone et activa le haut-parleur. L'appel se connecta à la première sonnerie. « Il était temps », lança Julian, sa voix mince et effilochée par l'anxiété. « J'en ai marre d'attendre. Soit je reçois une confirmation de virement dans les 10 prochaines minutes, soit le Wall Street Journal reçoit un appel. Il n'y aura pas de virement, Julian. » dit Daniel, sa voix tombant à un niveau dangereusement calme. « Je vous appelle pour vous offrir quelques conseils juridiques gratuits. Hier, vous avez avoué sur une ligne sécurisée par le gouvernement plusieurs crimes fédéraux. Commençons par la loi sur la fraude et l'abus informatique. L'accès non autorisé de votre détective à nos serveurs est passible d'une peine maximale de 10 ans. Ensuite, il y a la tentative d'extorsion, qui en vaut 5 de plus. Puisque vous avez tenté d'extorquer une société multinationale, nous pouvons ajouter la fraude électronique à la liste. C'est 20 de plus. Vous suivez jusqu'ici? Un bruit étranglé sortit du haut-parleur. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. C'est un mensonge. Nous avons l'empreinte numérique complète du détective à partir du moment où il est entré sur notre serveur, rétorqua Daniel doucement. Nous avons l'enregistrement de votre confession, et nous avons les données du projet Nightingale qui ont été enregistrées comme preuve auprès des autorités fédérales. Vous êtes pris, Julian. Le jeu est terminé. Non. La voix de Julian se brisa, se transformant en un plaidoyer désespéré. Elara, s'il te plaît, je sais que tu es là. Ne les laisse pas faire ça. Nous avons eu de bonnes années. Nous nous sommes aimés. On peut arranger ça. Juste toi et moi. On peut partir. Elara s'avança, son ombre tombant sur le téléphone posé sur le bureau. Toute la douleur, l'humiliation, l'amour et les mensonges des 7 dernières années se cristallisèrent en un seul point de clarté froide. Elle n'était plus sa victime. Elle n'était plus l'artiste tranquille. Elle était la femme qu'il avait fatalement mal jugée. « Tu as été un mauvais investissement, Julian », dit-elle, sa voix claire et assurée, imprégnée de l'autorité glaciale de son père. « Et ma famille coupe toujours ses pertes. » Le silence à l'autre bout du fil fut absolu, rompu seulement par une inspiration brusque et défaite. Daniel énonça les conditions de la reddition. Un coursier est en route vers vous avec un accord de non-divulgation. Il vous liera à un silence total et inconditionnel pour le reste de votre vie. Vous quitterez New York. Vous ne travaillerez plus jamais dans la finance.
Vous renoncerez à toutes les données. Si vous enfreignez les termes, les pénalités ne sont pas financières. Elles sont conçues pour assurer votre ruine complète et totale. Vous avez un seul choix, une vie d'obscurité silencieuse ou une vie en prison. Décidez. Il mit fin à l'appel. Le silence qui remplit la bibliothèque n'était plus tendu, mais propre, purgé. Julian Hayes et le fantôme d'Elara Thompson qu'il avait essayé de créer avaient disparu pour toujours. Elara regarda son père, le voyant non seulement comme un parent, mais comme le souverain d'un monde complexe et dangereux. Tout ça, ce piège complexe, juste pour me protéger. Le monde n'est pas ton atelier d'art, Elara. Dit-il, son regard s'adoucissant. Il est rempli d'hommes comme lui. Ce pouvoir. Il fit un geste vers la pièce, vers la ville au-delà de la fenêtre. C'est ton droit de naissance. Il peut être un fardeau, ou il peut être un bouclier. Le choix de la manière dont tu le manies a toujours été le tien. À cet instant, elle comprit. Se cacher de son nom avait été sa propre sorte de prison. Elle ne serait plus seulement l'artiste, ni seulement l'héritière. Elle serait les deux. Elle retournerait à son atelier, à son sanctuaire. Mais son travail serait différent maintenant. Il serait imprégné de cette vérité terrifiante et compliquée. Son art aurait une colonne vertébrale d'acier, et sa première nouvelle pièce, elle le savait, serait une toile immense. Un maelstrom du jaune canari le plus brillant, le plus audacieux et le plus assumé. La couleur d'un soleil qui se levait enfin, glorieusement, selon ses propres termes. En fin de compte, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui a vraiment vaincu Julian et Chloé. C'est leur propre arrogance. Ils ont sous-estimé la femme silencieuse à la table, n'imaginant jamais la forteresse de loyauté et de prévoyance qui se tenait derrière elle. L'histoire de Lara est un puissant rappel que la vraie force n'est pas toujours brillante. Parfois, c'est le mouvement silencieux et calculé qui change tout le jeu. Il s'agit de reprendre son nom, son pouvoir et sa propre histoire à ceux qui ont essayé de vous en effacer. Si le parcours d'Elara, de l'épouse silencieuse à la femme de pouvoir, a résonné en vous, et si vous croyez que la trahison doit toujours faire face à ses conséquences, alors s'il vous plaît, montrez votre soutien. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous faire savoir que vous avez apprécié l'histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les récits de justice épique. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons tellement d'autres histoires d'intrigues, de drames et de triomphes ultimes à venir, et vous ne voudrez en manquer aucune. Merci de nous avoir écoutés.